Bonjour mes chers élèves de B9. Aujourd'hui, on va continuer notre travail avec le chapitre 1 de la digestion. Spécifiquement, on va parler des enzymes comme étant des agents de la digestion. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de déterminer les conditions nécessaires au fonctionnement normal des enzymes, définir une enzyme, distinguer entre un suc digestif et une enzyme, finalement citer les propriétés d'une enzyme. Vous vous rappelez ce qu'on a expliqué dans la vidéo précédente? Très bien, on a appris que l'amylase salivaire est une enzyme qui transforme ou bien qui aide dans la digestion de l'amidon en maltose. Mais, est-ce que l'amylase salivaire est la seule enzyme présente dans notre système digestif? Est-ce que l'amylase salivaire digère tout type d'aliments? Est-ce que les enzymes ont besoin des conditions spécifiques pour être fonctionnelles? Dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. Pour cela, on va réaliser quelques expériences et les analyser pour indiquer le mode d'action des enzymes digestives. Voilà, c'est le schéma de notre expérience. Regardez avec moi. On a pris deux tubes à essai A et B. On a mis dans le tube A de l'amidon cuit et de la salive fraîche, dans le tube B de l'albumine d'œuf et de la salive fraîche. Mais c'est quoi l'albumine? Très bien, c'est le blanc d'œuf qui contient des protéines. Tout d'abord, il faut faire la description du dispositif expérimental. Essayez avec moi. De la salive fraîche est mise dans deux tubes à essai A et B. De l'amidon cuit est additionné au tube A et de l'albumine d'œuf est additionné au tube B. Les deux tubes à essai sont placés dans un bain-marie à 37 degrés Celsius et pendant 1 heure. On a vu avant que la salive fraîche fait la digestion de l'amidon en maltose. Est-ce qu'il peut agir de même sur l'albumine? Continuez avec moi pour voir. Au début, on va poser une question qui illustre le problème posé dans cette expérience. Notre question peut être, est-ce que la salive est spécifique pour l'amidon? Ou bien, quel est le substrat de la salive? Ou bien, est-ce que la salive agit sur l'albumine? Si on choisit la dernière question, comme la question correspondante à notre expérience, notre hypothèse sera la salive n'agit pas sur l'albumine d'œuf. Voyez avec moi. De même, on vous demande parfois de dresser un tableau des conditions d'une expérience. Je veux aujourd'hui vous enseigner comment on dresse un tableau des conditions. Tout d'abord, les conditions d'une expérience sont les variables mises en jeu dans une expérience. Par exemple, les tubes à essai, le bain-marie, le temps nécessaire, etc. En réalité, le tableau des conditions le tableau des conditions est un tableau à double entrée. Les conditions sont citées ici et on a deux tubes à essai. Regardez, comme substrat, on a l'amidon cuit dans le tube A et l'albumine dans le tube B. Comme sucre digestif, on a le même sucre digestif qui est la salive fraîche dans les deux tubes. On a la même température qui est le 37 degrés Celsius dans les deux tubes. On a le même temps attendu ou bien le même temps nécessaire pour le protocole expérimental qui est 1 heure. N'oubliez pas de mettre un titre pour le tableau dressé comme le suivant. Maintenant, on va classer les variables en contrôlées, manipulées et affectées. N'oubliez pas,
Les variables contrôlées, c'est tout ce qui est commun entre les deux tubes. Regardez, il y en a même type de sucre, la salive fraîche, même température, c'est 37 degrés Celsius, et le temps nécessaire pour l'expérience. La variable manipulée, c'est ce qui est différent entre tube A et tube B. Alors, c'est le type de substrat. Dans le tube A, on a de l'amidon cuit. Dans le tube B, on a de l'albumine d'œuf. Finalement, la variable affectée, c'est-à-dire le résultat final, très bien, c'est la transformation de l'amidon et de l'albumine. Comme résultat, on voit qu'après 1 heure, le test de Fehling donne un précipité rouge-brique dans le tube A. Mais le précipité rouge-brique n'apparaît qu'avec un sucre réducteur, c'est-à-dire dans le tube A qui contient initialement de l'amidon. Maintenant, on n'a plus d'amidon, on a un sucre réducteur comme le maltose par exemple. Tandis que dans le tube B, le test de Biuret donne une coloration violette. Rappelez avec moi, la coloration violette avec le test de Biuret apparaît lorsqu'on a une protéine. Mais dans le tube B, on a mis initialement de l'albumine qui est une protéine. C'est-à-dire, l'albumine persiste encore dans le tube B et l'albumine n'a pas subi la digestion. Maintenant, pour interpréter cette expérience ou bien les résultats de cette expérience, n'oubliez pas de poser un peu la vidéo, d'essayer de faire l'interprétation tout seul et rappelez toujours que l'interprétation est une analyse et une signification. Alors, notre interprétation sera, après 1 heure dans le tube A, le test de Fehling donne un précipité rouge-brique où l'amidon cuit et la salive fraîche sont additionnés. Ceci signifie que le tube A contient un sucre réducteur. Alors que dans le tube B, le test de Biuret donne une coloration violette où l'albumine et la salive fraîche sont additionnées. Ceci signifie que le tube B contient de protéines. Maintenant, si on veut conclure, on peut dire que la salive digère l'amidon en sucre réducteur dans le tube A, mais ne digère pas la protéine dans le tube B. Alors on peut conclure la première propriété enzymatique qui indique que les enzymes sont spécifiques, c'est-à-dire chaque enzyme agit sur un substrat spécifique et non pas sur n'importe quel type de substrat. Pour aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va expliquer. J'espère que vous regardez la vidéo pour plusieurs fois et que vous suivez avec moi le reste des objectifs dans la vidéo qui suivent. Au revoir mes chers élèves.